tout d'abord, bienvenue et bonne année. La SAF vous souhaite une bonne année 2016, et pas seulement astronomique, hein, sur tous les points de vue, santé, amour, oui, attention. Alors, avant de démarrer, je voudrais remercier le conférencier David Valsgavo, parce que si vous êtes là ce soir, ben c'est grâce à lui. C'est lui qui a trouvé la salle. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissaient pas, avant on était dans une salle au FIAP et bien avant à l'Institut océanographique, ça nous coûtait cher, pour ne pas dire très cher. Et donc on ne pouvait plus tellement payer. On est une association loi 1901, on n'a pas beaucoup de pépettes. Il s'est mis en chasse d'une salle avec un bel amphithéâtre et il nous a trouvé ça. Donc je crois qu'on peut le remercier. Alors, comme d'habitude, une petite revue de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle que vendredi prochain, on fait venir dans le cadre de rencontre dédicace Daniel Kunt de l'IAP, qui va nous parler de son dernier livre et vous pouvez vous le fournir à la SAF et il vous le dédicacera. C'est vendredi à 18h30. Les salles ne sont pas énormes, donc il vaut mieux que si vous venez donner un petit coup de fil, vous voyez le numéro 01 42 24 13 74. Voilà. Ah ben oui, je suis un mathématicien, moi. 74, c'est beaucoup plus logique que 74. Pour les gens de la SAF, commission de cosmologie samedi, vous savez, c'est quand même une année qui est encore basée sur la relativité. Hein, donc, on va parler des tests de la relativité générale. Donc, c'est samedi à 15h. Alors, vous voyez les autres sujets. Bon, il y a la conférence publique de l'IAP qui va être sûrement très intéressante, mais elle est déjà pleine. C'est déjà, je crois que 24 heures après l'ouverture, c'était fini. Bon, il faut dire qu'à l'IAP, il y a moins de places qu'ici, il n'y a que 120 places, je crois. Ici, il y en a 200, 190 ou 200. Alors, la suite, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, au Café du Pont-Neuf, ça peut être intéressant. Lisa Pathfinder, vous savez que c'est une sonde qui est chargée de mesurer, enfin de mettre en évidence les ondes gravitationnelles. Et bon, elle a eu beaucoup de malheurs financiers, cette sonde. Enfin, on a lancé d'abord le Pathfinder. Pathfinder, ça veut dire en anglais éclaireur. Éclaireur, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose après. Bon, et ce quelque chose, c'est 3 sondes beaucoup plus grandes, dont la distance entre elles serait de l'ordre du million de kilomètres. Et puis lorsqu'il y aura une gentille petite onde gravitationnelle qui va passer, ça va les faire vibrer. On peut rêver, peut-être. De toute façon, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Les prochaines conférences de la SAF, alors si vous en avez assez de la relativité générale, cette année, il faudra en oublier une sur deux. La prochaine fois, c'est Eric Gourboulon, le grand spécialiste des trous noirs, qui nous parlera des trous noirs et des trous blancs. Et puis, vous voyez la suite. Toujours dans le sens relativité générale, au mois de mai, on a la chance de recevoir Alejandro Pérez, qui est le collègue de Carlo Rovelli de Nice, qui va nous parler de gravitation quantique, gravitation à boucle. Et la dernière de l'année, c'est Étienne Paria qui a eu la gentillesse, vous savez, lorsqu'on l'a remercié au mois de novembre à cause des événements, on nous a pas autorisé à faire la conférence, donc il a la gentillesse de prendre la dernière au mois de juin. Et alors, je peux vous dire, en surprise, à partir de la rentrée prochaine, Étienne Klein nous a donné son accord pour une conférence. Alors là, évidemment, les réservations, je l'ouvrirai à minuit le soir.
Mais là, pour la prochaine, ça ne sera pas avant demain matin, laissez-moi dormir. Voilà. Je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui ont été au Pays des Découvertes. C'était une super participation, toujours plein, au moins 200 personnes. On a été obligé d'en mettre un peu à la porte ou dans une salle attenante. Je crois que c'était d'un bon niveau de façon générale. Et ces conférences ont été filmées en vidéo grâce à notre ami qui est ici. Et elles sont mises en ligne sur YouTube. Peut-être pas les dernières, mais ça va venir. Et alors évidemment, les premières conférences c'était dans le planétarium, il faisait un peu sombre, donc l'ambiance était relativement intime au niveau de film vidéo. Mais bon, on entend bien le son, et puis vous avez toutes les présentations sont en téléchargement sur mon site internet. C'est gratuit et obligatoire, comme je dis. Il faut juste m'envoyer un mail pour pas que ça soit à la portée de n'importe qui. Voilà. Ne pas oublier pour les gens de la SAF, le 20 mai, c'est notre assemblée générale. Et le 21 mai, c'est comme tous les ans, la journée des commissions. Et on compte sur vous avec une surprise, un conférencier surprise cette année encore. Comme c'est une surprise, je vous le dis pas. Voilà. La SAF organise des cours, donc vous le savez, voilà la liste. Le prochain, ça va être la semaine demain. Daniel Brio nous parlera de la naissance des étoiles. Et Jacques Frick, c'était hier, lui. Et le prochain, c'est le 19 janvier. Ce sont des cours de cosmologie. Alors, ce soir, je voudrais quand même vous signaler qu'on a le plaisir d'avoir dans la salle, levez-vous, cher ami, notre ami Satur Garcia Marin, j'espère que je le prononce bien, c'est notre correspondant. Vous savez que la SAF a des correspondants à l'étranger. Oui, bon, Israël c'est à l'étranger quand même, c'est pas la France. Et notre correspondant, il est basé à Hendaye, c'est ça? Et il participe tous les ans aux rencontres, non tous les 2 ans, je crois, non tous les ans, aux rencontres transfrontalières entre Biarritz et Hendaye. Et vous voyez ici le château d'Abadia. Il est aussi membre de la Société astronomique populaire de la Côte-Basse, dans la belle ville de Biarritz, où il fait toujours beau. Eh oui, bon, il y a des vagues peut-être de temps en temps. Alors je vous propose un grand olé pour lui. Olé! Voilà. Oh, ça va, il y a de l'ambiance. Alors ce soir, nous recevons donc David, astrophysicien au LERMA, qui veut dire, il nous expliquera ce que ça veut dire, et à l'Institute of Astronomy de Cambridge. Donc il est basé en ce moment à Cambridge, et il a pris le petit train, le petit avion, oui, le petit train pour venir et nous parler des faits de mirage lentilles gravitationnelles. On lui souhaite et on vous souhaite une bonne conférence. Donc il y aura un compte rendu, comme d'habitude, de cette conférence. Il passera sa conférence, elle sera aussi téléchargeable. Je vous remercie et je lui passe la parole. Bien, mais bonsoir, je pense que vous m'entendez tous. Je vais parler justement de comment l'espace-temps déforme. Comment l'espace-temps déforme l'univers, et donc ça produit des mouvements gravitationnels. Et la raison pour laquelle je vais parler plutôt d'une histoire conceptuelle, c'est parce que je me suis intéressé à l'histoire du sujet. C'est assez rare qu'un scientifique qui pratique ce sujet regarde en arrière sur l'histoire de son propre sujet. Et je vais le faire parce que dans la plupart des livres ou des ouvrages que vous trouverez sur les lentilles gravitationnelles, ils vont mentionner inévitablement que c'est Newton le premier qui a eu l'idée. Et ça m'a paru assez bizarre. Et donc j'ai commencé à fouiller un peu l'histoire du sujet et ce que je vais vous raconter donc aujourd'hui.
Donc, Gérard Simon était l'un des grands spécialistes de Kepler en particulier, et il disait, lorsque j'ouvre l'histoire des sortes, j'ai l'impression de les sortes de romans, non que tout lui paraisse faux, mais tout lui paraît factice, ni vrai, ni faux, ni aucun. C'est exactement le cas des histoires de l'histoire des relativité rationnelle. Lorsque vous allez voir que certains parlent de Newton, c'est ni vrai ni faux, mais simplement c'est complètement à côté de la plaque. Pour une fois, les scientifiques en général, on ne s'intéresse pas à notre propre sujet. Et il y a une histoire qui raconte que Feynman avait dit que la philosophie et l'histoire des sciences est aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie et aux oiseaux. Et j'espère que le but de cette conférence, c'est justement de vous montrer à quel point c'est faux. Justement, le fait de comprendre comment les idées ont évolué jusqu'au moment d'aujourd'hui nous permet de comprendre beaucoup mieux notre sujet. Donc, les lentilles gravitationnelles, c'est une conséquence de la relativité générale d'Einstein. Nous voyons ici Einstein en 1843 dans son journal à Princeton, bien plus tard que ses idées sur la relativité qui datent donc de 1915, et même les premiers modèles dès 1913-1912. L'aspect révolutionnaire d'Einstein peut être très facilement compris parce que nous avons toujours cette idée que la gravitation est une force. On a l'idée justement de Newton qui nous dit que deux corps s'attirent à cause d'une force qu'on appelle force de gravitation. Et cela arrive dans un cadre où l'espace et les temps sont absolus. On peut mesurer de façon absolue la distance entre deux objets, on peut mesurer de façon absolue l'intervalle de temps entre deux événements. Et ceci va être totalement révolutionné par Einstein en 1915 en disant non, la force n'est pas une gravitation. La gravitation est en fait l'expression de la courbure de l'espace-temps. L'espace-temps est relatif, il peut être déformé. Et cette déformation-là va nous donner la gravitation. Donc, oubliez l'idée que la gravitation est une force. C'est simplement une déformation de quelque chose à quatre temps, à quatre dimensions qui s'appelle l'espace-temps. Et on peut le comprendre très très facilement. Imaginez que nous sommes dans un ascenseur en chute libre. Nous avons deux balles de pétanque séparées, mettons, d'1 mètre. Parce que l'ascenseur en chute libre vers la Terre, en fait, nous verrons que les deux boules de pétanque vont se rapprocher légèrement lorsqu'elles arrivent au sol. Or, un mouvement inertiel devrait nous donner une géodésique, une ligne droite, et donc les deux trajectoires devraient être parfaitement parallèles. Elles ne le sont pas parce que justement il y a l'effet de la gravitation. Donc que deux parallèles se rejoignent, mais ce n'est plus des parallèles. Et c'est justement l'expression de la courbure de l'espace-temps produite par la gravitation de cette masse. Et nous sommes habitués à ce genre de parallèles qui se croisent. Imaginez que nous sommes donc sur Terre, nous avons l'équateur. À l'équateur, nous avons un méridien, donc forcément cet angle-là de 90 degrés. Si nous prenons un autre méridien, il y aura aussi 90 degrés par rapport à l'équateur. Donc ces deux méridiens sont forcément parallèles. Mais ces deux méridiens, en fait, se rejoignent au pôle Nord. Pourquoi? Parce que la surface de la sphère est courbée. Donc, qu'il y ait des géodésiques, donc des mouvements rapides, le plus rapide possible entre deux points qui soient courbés, c'est simplement une réflexion que l'espace-temps est courbé. Et c'est ce que Einstein va essayer de montrer avec la fameuse expérience de l'éclipse de 1919. C'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter, mais il avait prédit que dès 1911, en réalité, que justement le Soleil va produire cette déformation de l'espace-temps, et du coup, les rayons de lumière des étoiles beaucoup plus lointaines ne vont pas se propager en ligne droite, vont être légèrement courbés, et donc la position apparente des étoiles sera légèrement changée. Et lors du 24 mai 1919, les astronomes, une expédition justement de Cambridge au centre de Greenwich, démontrent que Einstein avait raison, les rayons de lumière sont déviés par l'action de la gravitation. Et c'est du jour au lendemain que Einstein deviendra vraiment une personne connue du public, essentiellement grâce à cette expérience de l'éclipse de 1919. Et c'est une expérience extrêmement compliquée parce que d'habitude, quand on regardait les plaques photos pour les éclipses de soleil, on regardait la couronne. Ce n'était pas fait pour regarder les étoiles qui étaient beaucoup plus faibles. Et donc, il y a une série d'expériences qui ont été menées à la fois au Brésil et en Afrique, avec plusieurs instruments pour bien comprendre les faits. Et le problème du Colesta, qui suivait la trajectoire du Soleil et qui fut déformé par la chaleur du Soleil, et cela produit aussi des déformations dans les plaques photo. Et pendant un certain nombre d'années, des historiens des sciences ont prétendu qu'Eddington avait trafiqué un peu les données pour qu'elles soient en accord avec la relativité générale.
Vous savez, Eddington est cette personne à qui un journaliste avait un jour demandé « Mais monsieur Eddington, est-il vrai qu'il n'y a que 3 personnes dans le monde qui comprennent la relativité générale ?» Eddington, après quelques secondes, dit « Qui est la 3e personne ?» C'est la mauvaise réputation de la relativité générale, mais en réalité, c'est extrêmement facile à faire. Et donc, les plaques photo, lorsqu'elles sont déformées par la dilatation de la chaleur, on produit un changement d'échelle. Et ce que l'on veut voir, en fait, c'est la déformation, la déflexion produite par le champ de gravitation. Et voici la déformation des positions des étoiles en fonction de la position par rapport au bord du Soleil. Le Soleil se trouve à unité de 1. Effectivement, l'une des valeurs de la déflexion était vraiment très mal, mais les plaques n'étaient pas au foyer. Et les 2 expériences au Brésil et en Afrique montraient effectivement une déflexion d'environ 1,7 secondes d'arc au bord du limbe. Donc, juste à la position 1, il y avait une déformation exactement prédite par Einstein. Alors, ces petits points-là étaient en accord avec la théorie. Alors, cette déflexion est un mirage. La lumière ne se propage pas en ligne droite, et nous sommes habitués à cela. Lorsqu'on regarde l'horizon, la réfraction astronomique va nous produire justement cette variation de densité, et va nous produire toutes sortes de mirages. Ceci est produit par une variation de la densité. On peut le voir pareil tous les jours en regardant notre verre d'eau. Ceci n'est pas l'effet de gravitation, ceci est un changement dans la densité et donc dans l'index de réfraction des 2 matériaux, l'air et l'eau. On peut aussi avoir des effets de mirage par des changements de température. En été, nous avons l'air chaud, qui est beaucoup plus chaud que plus haut que la fois, et donc les rayons de lumière ne vont pas non plus se propager en ligne droite. Et le fait qu'ils ne se propagent plus en ligne droite va produire justement des effets. Vous voyez un bateau suspendu dans l'air, ou les fameuses plaques d'eau sur le tarmac, simplement un effet dû à la variation de température, qui elle aussi produit des variations non linéaires de la propagation des photons. Dans le cas de la gravitation, c'est donc une déformation produite par l'espace-temps. Et la première fois que le terme lentille ou mirage gravitationnel apparaît, c'est en 1919, en fait le 30 novembre 1919, dans une courte lettre à Nature, où Oliver Hodge, qui était quelqu'un qui était assez perplexe par rapport à la théorie générale, il prétendait plutôt parler de l'éther, il disait mais tout ceci est faux parce qu'il n'est pas permis de dire que le champ gravitationnel agit comme une lentille. Et c'est un peu bizarre parce qu'il dit qu'il n'y a pas de longueur focale, donc il n'y a pas de foyer. Et enfin, il a raison. Lorsqu'on pense à une lentille convergente, comme celle-ci, on voit bien que les rayons qui sont proches de l'axe optique sont très peu défléchis. C'est ceux qui sont au bord de la lentille qui sont très forcément déviés, de sorte que les rayons initialement parallèles vont converger au foyer. Dans le cas d'une lentille gravitationnelle, la meilleure analogie, c'est la base d'un verre de vin. Et là, vous voyez que le comportement est très différent. Ce sont les rayons les plus proches du centre du rayon optique, de l'axe optique du verre, qui sont le plus fortement défléchis, et ceux qui sont en bord, qui sont le moins défléchis. Donc on peut parler d'une espèce de très fort astigmatisme. Donc il n'y a pas vraiment de foyer. Donc Oliver Hodge avait raison, il n'y a pas vraiment de foyer. La déflexion est proportionnelle à la constante de gravitation, la masse de l'objet, la vitesse de lumière au carré, et 1 sur d, d étant la distance par rapport à l'axe optique. Donc vous voyez que cette déflexion qu'on avait vue avant, les positions des étoiles lors de l'éclipse, est très bien vérifiée. Donc si nous avons un champ de galaxies, comme celui-ci, et nous avons par exemple un amas de galaxies d'avant-plan, il va déformer le champ de galaxies. Il va y avoir 3 effets en général. Le premier, c'est qu'il va y avoir un changement de position des galaxies. Vous voyez que par exemple celle-ci, qui se trouve ici, va se retrouver là, ou celle-ci va se retrouver là, donc ce n'est pas la même position. Deuxièmement, vous allez avoir des images multiples. Par exemple, celle-ci va non seulement être déplacée, mais il va avoir aussi une autre image de ce côté-ci. Et en plus, la déformation des images, vous voyez que cette image non défléchie va se transformer en celle-ci. Donc il y a 3 effets produits par la gravitation, la courbure de l'espace-temps produite par cette amas de galaxies. Alors, ce sont des visions du
du ciel nocturne, si nous prenons une image terrestre, nous avons la photo classique, si nous avons une lentille gravitationnelle, voici l'effet que ça leur produirait. Et vous pouvez en fait acheter des petites lentilles dans plexiglas pour faire ce genre de modèle analogique. Et voici l'exemple. Donc, pardon. C'est bizarre ça. Voilà. Donc vous voyez le modèle analogique en plexiglas. Vous avez une petite ouverture qu'on voit de l'autre côté. Et on va revoir le film. Et ce que l'on voit, c'est deux images projetées de deux formes le cercle a été bien déformé. Vous voyez ici une image, éventuellement un cercle, ce qu'on appelle un nodo d'Einstein. Donc ceci, vous pouvez le faire dans votre cuisine sans aucun problème avec ce modèle analogique qui est produit par nos collègues de Liège. Vous avez aussi un exemplaire au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences. Donc si vous déplacez votre base de verre de vin, voici le genre de déformation que vous produirez à cette espèce de réticule. Vous voyez aussi des images multiples produites par cette lentille. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas des simulations analogiques, c'est la nature. Et le premier cas de lentille gravitationnelle apparaît en 1979, en recherchant des quasars. On trouve un quasar double. Donc le même quasar, apparemment, séparé par 6 secondes d'arc. C'est très peu probable de trouver deux quasars si proches l'un de l'autre. Et les collègues de l'époque ont tout de suite mis une fente du spectrographe pour en avoir le cœur net. Ils trouvent effectivement que les deux images ont un spectre absolument identique. Donc c'est encore moins probable d'avoir deux quasars séparés par 6 secondes d'arc, qui soient en plus à la même distance, à le même registre, avec le même quasar. Et donc ils postulent qu'il doit y avoir une lentille, une galaxie, qui produit un dédoublement. Donc c'est un effet encore plus fort que celui de champ faible qu'on a vu pour le cas du Soleil, mais on n'arrive pas à trouver la galaxie identique. Cela sera trouvé beaucoup plus tard. Ceci est un autre exemple. Notre quasar double, cette fois-ci, c'est deux images séparées par 3 secondes d'arc, et effectivement, on trouve la galaxie qui produit l'effet de lentille. Donc cette galaxie-là se trouve le long de la ligne de visée d'un quasar beaucoup plus lointain, et la déformation de l'espace-temps produite par la galaxie lentille va produire deux images, évidemment du même quasar. Donc maintenant, on trouve presque des centaines, surtout en radio. Vous voyez que l'échelle angulaire est extrêmement petite. Mais aussi une optique en infrarouge, toute une longue tournée. Et donc, chaque fois que vous voyez une image du ciel, en réalité, il y a ces trois effets. La position des galaxies n'est pas la véritable position. Il y a des images multiples. Et en plus, ces images-là sont totalement déformées. Donc, l'image que vous voyez du ciel observé n'a rien à voir avec le ciel réel s'il n'y avait pas cet effet de déformation de la trajectoire des rayons lumineux par la déformation de l'espace. Donc maintenant, on trouve vraiment des centaines, et voici quelques exemples presque anneaux d'Einstein, lorsque la source, donc une galaxie, la lentille et nous sommes dans la même ligne. Dans ce cas, nous avons cet anneau qu'on appelle d'Einstein, et nous allons voir, justement, historiquement, qu'il est injuste d'appeler cela un anneau d'Einstein, parce qu'Einstein ne fut pas le premier à réfléchir à ce genre d'effet. Mais vous voyez, ça, c'est des images avec le télescope spatial Hubble. Vous avez des fois justement deux images, et il faut vérifier que les galaxies bleues, totalement déformées, se trouvent bien dans l'arrière-plan, et les galaxies rouges elliptiques se trouvent dans l'avant-plan. Lorsque nous avons des amas de galaxies, la déformation de l'espace-temps est encore plus grande, ils ont un plus grand potentiel gravitationnel. Et voici les premières images de arcs gravitationnels trouvés par l'équipe de Toulouse, Bernard Faure, Wilhelm Soukai, Yannick Mélier et bien d'autres, lors de la première image avec des CCD au télescope Canada-France-Hawaï en 1986. Et à l'époque, on pensait que ceci étaient des explosions qui avaient lieu au sein de l'amas de galaxies. Et ce n'est qu'en prenant le spectre de l'arc, quelques mois plus tard, qu'on s'est aperçu que l'arc, effectivement, avait un redshift, et donc une distance beaucoup plus grande que l'amas de galaxies. En même temps, à Barcelone, Josep Pelliot trouvait exactement la même chose dans notre amas. Vous voyez, c'est la déformation non seulement produite par l'amas, mais aussi par les galaxies de l'amas même. Donc, les amas sont un télescope naturel qui existe dans l'univers.
univers. Si nous avons des images lointaines d'une galaxie, ces trajectoires lumineuses vont être déformées par justement ce tabac de galaxie. Donc si cette galaxie avait été émise, mettons, à un rétif de 7, environ 750 millions d'années après le Big Bang, on va trouver plusieurs images de cette galaxie produites par la déflexion de la masse gravitationnelle. Et voici quelques exemples. Chaque fois que vous voyez un arc extrêmement fin, comme ici, là, ici, ici, encore là, ce sont des galaxies d'arrière-plan, totalement déformées par l'espace-temps, déformé par la matière de cet amas de galaxies. Et maintenant, c'est devenu vraiment le couteau suisse de l'astrophysique. Ici, vous voyez une simulation. Les galaxies bleues sont d'arrière-plan, les galaxies rouges sont d'avant-plan. Et vous voyez que certaines de ces images vont avoir des contre-images de ce côté, vont être totalement déformées. Et cela nous permet de comprendre la distribution de la matière noire dans les amas de galaxies, qui domine en réalité la déformation produite dans l'espace-temps par cet amas. Donc, ce que nous sommes en train de voir en regardant ces lentilles, c'est vraiment les déformations de l'espace-temps. Si vous avez une réticule bien homogène, voici le genre de déformation que vous auriez. Et en particulier, certaines de ces carrés vont devenir des cercles, certaines vont avoir une amplification extrêmement grande, et si vous avez une galaxie d'arrière-plan qui se trouve exactement là, elle va être amplifiée, et donc on va pouvoir la détecter. Et donc, ces amas permettent non seulement de regarder la déformation de ces galaxies, mais aussi parfois de voir des images doubles. Cette galaxie-là, elle est tellement faible qu'on ne peut pas obtenir un spectre, mais c'est une galaxie qui se trouve probablement à l'étude de 10, donc l'une des premières galaxies que l'on trouve, et que l'on peut détecter grâce à l'effet de la déformation de l'espace-temps. Autrement, si cette galaxie-là se trouvait dans un champ dans lequel il n'y aurait pratiquement rien le long de la ligne de visée, on n'arriverait pas à la détecter. Et on peut imaginer aussi que les premiers photons qui sont émis lorsque l'univers devient transparent, à l'époque de la recombinaison, à un type d'environ 1000, détectés par WMAP ou Planck, ceux-ci, bien entendu, nous proviennent dès que l'univers devient transparent, et donc ils ont dû être affectés par l'effet de lentilles gravitationnelles, par tous les objets qui se trouvent entre cette époque et nous. Et donc si vous regardez à très petite échelle, à des échelles plus petites que celles de cette carte en réalité, ces déformations sont produites par l'effet de lentilles, qui sont actuellement sont parfaitement mesurées, en particulier grâce à Planck. Donc la gravitation, comprise comme un effet de la relativité générale d'Einstein, nous a permis de comprendre les mouvements autour de trous noirs, comment les galaxies se distribuent dans l'univers en filaments, eux-mêmes produits par quelques fluctuations probablement quantiques. Et cette relation entre matière et déformation de l'espace-temps, dans le cadre cosmologique, permet de comprendre quelle va être la géométrie de l'espace-temps. Est-ce que la géométrie de l'espace-temps va être plutôt plate, plutôt une courbure négative comme celle d'un cheval, ou une courbure positive, genre sphère. Donc il y a une relation étroite entre la géométrie de l'espace-temps et le contenu matériel de l'univers. On pourrait avoir une topologie comme celle-ci. Et dans ce cas, ça devient très intéressant parce qu'évidemment, si une galaxie ici, elle va pouvoir avoir des trajectoires de photons totalement différentes. On va avoir plusieurs images de la même galaxie, de là, par là-bas. Et en fait, c'est l'une des disciplines les plus actives en cosmologie actuellement, quelle va être non pas la géométrie de l'espace-temps, mais la topologie. Et là, Einstein ne nous dit rien sur la topologie. On peut avoir des topologies non triviales, et Jean-Pierre Luminet en particulier a exploré ça avec des collègues américains. Nous pouvons avoir des images de notre propre Terre dans des directions totalement différentes. Donc vous voyez que l'effet de lentilles gravitationnelles est non seulement l'effet de la géométrie, mais peut-être aussi même de la topologie de l'espace-temps. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qui a été le premier à avoir l'idée de lentilles gravitationnelles. Et comme je vous disais, la plupart des ouvrages vont dire c'est Newton. Pourquoi? Parce que, puisque vous lisez le livre d'optique de Newton, publié en 1704, la première édition, il y a à la fin un certain nombre de remarques. Et la première remarque à la fin du livre 3 dit c'est toujours des questions rhétoriques, c'est toujours des questions dont la réponse est positive. Et on verra dans un instant pourquoi. Et donc la première, la traduction française est un peu plus longue que l'anglaise. Les corps n'ajustent pas à une certaine distance sur la lumière, de manière à infléchir les rayons. Et toute chose égale par ailleurs, l'énergie de cette action n'augmente-t-elle pas à mesure que la distance diminue? Alors, si vous prenez ceci hors contexte,
Vous allez dire, effectivement, il a réfléchi à cette lentille. Le comportement 1 sur D est exactement celui-ci. Malheureusement, ceci est pris hors contexte. Et les collègues professionnels ne lisent pas Newton, ou alors ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de raconter. Parce que toutes les autres remarques que Newton fait à la fin du livre concernent d'autres choses. Par exemple, quelles sont les franges, les ondes sur les couteaux. Et en fait, ce qu'en fait Newton est en train de faire, est en train de refaire des expériences de Grimaldi sur la diffraction. La diffraction, c'est justement encore un mouvement non rectiligne des rayons lumineux. Et ceci pose un gros problème à Newton. Toutes les observations qu'il fait à la fin de ce livre, c'est lorsque j'ai fait ces observations, je voulais les refaire avec un peu plus de précision et en faire des nouvelles pour savoir comment les rayons de lumière sont tordus par leur passage près des corps, pour faire des franges des couleurs entre des lignes noires entre elles. Mais je fus interrompu, totalement faux. Il faut se rappeler que Newton était absolument génial, mais c'était un caractère aussi noir, presque tragique. Il avait obligé sa nièce à se prostituer, il assistait aux pendaisons des gens qui faisaient de la fausse monnaie. Enfin, on ne va pas parler de ses expériences d'alchimie et autres, mais c'était un personnage assez curieux dans le sens où il a présenté l'expérience du prisme, que nous allons voir dans un instant, et celui qui le critiqua fut Robert Hooke, le fameux scientifique, et Newton fut absolument furieux que quelqu'un puisse oser le critiquer. Et donc, il décida deux choses. La première, c'est de ne plus jamais publier l'article dans la revue The Royal Society. Et la deuxième fut d'attendre que Robert Hooke meure pour publier son article. Donc 1704, c'est parce que Robert Hooke avait décédé, et donc il publie non pas en latin, qui était la langue officielle scientifique de l'époque, mais en anglais, pour qu'il y ait une plus grande diffusion très rapidement. Et toutes ces observations qui sont faites, en fait, traitent de diffraction. La question numéro 2, de quelle façon elles sont réfléchies pour faire ces franges. Est-ce que les rayons de lumière, passant près des bords, se déforment comme des anguilles? Et par exemple, on peut imaginer la question numéro 5, malgré que les corps de la lumière agissent mutuellement l'un sur l'autre. Si l'on prend hors de contexte, il est en train de prédire de la théorie quantique. Donc non, il est en train de faire la diffraction. Et qu'est-ce qui se passe? La diffraction est un phénomène extrêmement difficile à comprendre dans sa théorie corpusculaire de la lumière. Cela sera compris grâce aux expériences de forme de Young, où la nature ondulatoire de la lumière est mise en évidence. Et la diffraction ne peut se comprendre que comme un effet ondulatoire et non pas corpusculaire. Et Newton était parfaitement au courant que ceci était un gros problème pour sa théorie. Et donc il est face à fait de toute une histoire que les historiens et philosophes des sciences ont faite sur justement toutes ces questions qui va changer légèrement d'une édition à la suivante. Mais je voulais savoir qu'il avait été le coupable d'avoir cité le premier Newton comme le précurseur de l'idée. Et j'ai trouvé le coupable. J'ai trouvé d'abord le lieu. C'était lors d'une conférence conjointe entre les deux sociétés astronomiques et la Royal Society de Londres, l'Académie des sciences de Londres. J'ai trouvé la date, le 6 novembre 1919. Et le coupable, c'est parce qu'ils étaient en train de discuter, et justement, les expériences de Eddington et le Satan de Lewis sur la déflexion de la lumière par l'éclipse. Et donc ces résultats de l'éclipse de 24 mai furent présentés à cette conférence conjointe le 6 novembre. Et ce fut Thomson, prix Nobel de physique, président de la Royal Society, qui dit « Maintenant, on va discuter cette communication incroyable. Évidemment, si les résultats obtenus auraient été simplement que la lumière était affectée par la gravitation, cela aurait été très intéressant. Newton, en réalité, avait suggéré ceci dans sa première question d'optique. Et la solution aurait donné la moitié de la valeur. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on va voir ça dans un instant, mais ceci était le portrait de Newton qui présidait la réunion. Et il faut se remettre dans le contexte de 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler qu'en 1915, tous les scientifiques allemands avaient été expulsés de la Royal Society. Les scientifiques allemands avaient été expulsés de la Société de l'Académie des sciences de France. Et donc il y avait un énorme conflit entre la science allemande et la science française ou anglaise. Et donc avoir en Angleterre un physicien allemand qui détrône le génie absolu de la physique anglaise était inconcevable.
Et donc, Thomson, le découvreur de l'électron, avait besoin de s'en rapprocher et dire, bon, effectivement, Newton avait vraiment le premier réfléchi à cet effet. Totalement faux. Mais Thomson était quelqu'un vraiment d'honnête, et je pense qu'il a vraiment mal lu ces effets de diffraction. Il y a eu énormément d'études sur la déflexion de la lumière au XVIIIe siècle. D'ailleurs, Newton, dans les Principia et non pas dans l'optique, en parle aussi. Mais Ezra Sand, l'un des grands physiciens hollandais, disons justement les rayons sont poussés par cette interforce vers les corps. On dit qu'ils sont attirés par ce corps. Ces effets d'attraction entre la lumière et les corps vont être traités par Clairaut en particulier. Voltaire va en parler dans ces éléments de philosophie de Newton. Mais chaque fois, ces inflexions-là sont non gravitationnelles. Ce n'est pas vraiment l'effet de gravitation, c'est un autre effet, une autre force entre les corps et la lumière. Et nous avons par exemple Priestley, celui qui a découvert l'oxygène, a fait une énorme encyclopédie sur l'électricité, mais aussi une encyclopédie sur l'optique. Et en 1972, il parle justement des rayons infléchis. Et ce qu'il dit, c'est que justement, M. Hooke est à l'étranger, on parle de diffraction et non pas de déflexion. Donc c'est bien clair que cet effet d'inflexion est produit par la diffraction. Et ceci était paradoxal dans la théorie de Newton. Le premier qui va réfléchir à l'effet de gravitation sur la lumière est quelqu'un que vous connaissez tous, mais pas dans le contexte de la science. C'est Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat était un énorme scientifique, injustement critiqué. Il était docteur par l'UC de St. Andrews, et à l'époque, en Angleterre, jusqu'à lui s'exiler en Angleterre, il y a eu un certain nombre de problèmes déjà politiques avec les autorités. Il se met au service du comte d'Artois, le frère du roi, en 1976, et cette expérience d'optique en particulier vont faire qu'il devienne relativement aisé, et il fait construire plein d'instruments scientifiques. Il commence des expériences sur l'électricité, avec Benjamin Franklin, sur le feu, et là il y aura des problèmes avec Lavoisier, ce sera le premier conflit qu'il aura avec l'Académie des sciences, et aussi sur la lumière. Et en fait, Marat a été l'un des traducteurs de l'optique de Newton en français. Et vous pouvez encore la trouver dans le commerce actuellement, rééditée dans les années 80 par Projo. Et cette première traduction, on va voir que Marat va critiquer Newton, mais en fait la traduction est parfaitement honnête, sans aucune déformation possible. Et donc, certaines autres expériences sur l'électricité en particulier et l'optique sont menées avec Benjamin Franklin, l'ambassadeur de la République américaine, et évidemment très mauvaises avec le fermier général Lavoisier, mais plutôt pour la nature du feu, la nature lignée et autres. Et il va publier un certain nombre de livres que vous pouvez trouver chez Gallica, la BNF, sur l'électricité, sur le feu et autres, et la plupart sont en fait vérifiés par l'Académie des sciences. Par exemple, en 1780, il publie le premier de ces 3 traités sur la lumière, une série d'une centaine d'expériences qui ont été faites devant les commissaires de l'Académie des sciences. Mais au bout de 3 livres de Marat, l'Académie des sciences commence à être un peu perplexe parce qu'il commence à critiquer Newton. Et Newton, c'était la vache sacrée, bien entendu, on ne pouvait pas le critiquer. Mais Marat avait un argument extrêmement solide. Vous vous rappelez l'expérience classique de Newton, lorsque nous avons le prisme, et la lumière va infléchir sur le prisme, il va décomposer, et les rayons rouges vont être un peu moins défléchis que les rayons bleus, et donc on produit le fameux arc-en-ciel. Donc les couleurs sont produites par la réfraction au sein du prisme. Mais Marat veut être beaucoup plus précis que Newton. Et donc ce qu'il va mettre, c'est ici une petite frange pour que la lumière soit bien collimatée, et donc arrive vraiment sans aucune dispersion à la phase du produit. Et ce qu'il remarque, c'est qu'en réalité, avant d'arriver à la phase du prisme, il y a déjà une inflexion. Les rayons rouges et les bleus arrivent avec un angle différent, et donc forcément, en sortie, ils vont avoir des angles différents. Donc la réfraction est produite par la déviation produite par le prisme, et non pas par la réfraction. Il a raison, lorsqu'on a fait cette expérience, vous pouvez la refaire vous-même, il a absolument raison, simplement, ce n'est pas une raison pour critiquer Newton, et donc l'Académie des sciences va commencer à l'arrêter,
Et Marat prendra cela très très mal, d'autant plus qu'il avait été promis avoir une place à l'Académie des sciences de Madrid à l'époque, et l'Académie des sciences de Paris a tout fait pour que Marat n'obtienne pas cette place. Donc il y avait un certain nombre de conflits déjà. Mais le fait, c'est que dans ce bouquin de 1780, il dit « Tous les corps connus décomposent la lumière en l'attirant. La sphère d'abstraction de la lumière dépend de la densité superficielle, on utilise différents prismes, différentes densités. D'un facteur d'affinité, là, il rêve d'avoir la constante de gravitation, et en raison du carré inverse de la distance. Ça, c'est totalement faux. Vous pouvez le refaire, et ceci, c'est vraiment prendre ses désirs pour des réalités. Mais en raison de ces activités politiques, évidemment, toute la partie de la contre-révolution bourgeoise du XIXe siècle va salir la mémoire de Marat, au point où ses cendres vont être sorties du Panthéon, ce qui est absolument injuste. Et le fait, c'est que les livres de Marat, en particulier ceux d'optique, vont être traduits en particulier en allemand, et Goethe, dans sa théorie des couleurs, va les reprendre. Et ils sont malheureusement oubliés en France, et c'est totalement injuste. Et je pense que vraiment, je vous recommande de relire ces livres. Disons que Marat n'était pas un grand scientifique, c'était un scientifique moyen de l'époque, comme il en existait tel que disait. Alors, l'histoire de Genève est intéressante parce que le premier calcul, donc non pas l'expérience, le premier calcul de savoir quelle va être l'amplitude de l'effet, si j'ai une masse de 1 kg, de combien les rayons de lumière vont être défléchis. On n'a pas besoin de faire d'expérience pour faire le calcul newtonien. Et bien, le premier calcul qui est fait, c'est Cavendish, celui qui a pesé la Terre en mesurant la constante de gravitation. Et c'est un manuscrit qui initialement était daté de 1783 et qui est totalement cryptique. Ce qu'on a découvert cela, c'est trouver la courbure d'un rayon de lumière qui passe près de la surface d'un corps par l'attraction de ce corps. Et la réponse, la voici. C'est absolument difficile à comprendre. Mais en fait, on peut faire un petit peu de calcul newtonien. On ne va pas faire des équations ici, mais simplement on fait l'équation de mouvement. L'accélération, c'est la force divisée par la masse. On peut faire un joli exercice, en fait, niveau bac. Donc, tout le problème se trouve à calculer l'excentricité de l'orbite. Ça ne va pas être une ellipse, ça ne va pas être une parabole, ça va être une hyperbole. Et donc, comment calculer l'hyperbole? Bon, ce que fait Cavendish, c'est prendre la vitesse de cette orbite comme étant la vitesse à l'infini. Parce que, évidemment, le rayon de lumière, comme d'autres particules, va être accéléré en passant près du Soleil ou de l'objet. Et donc, il faut prendre la vitesse de la lumière à l'infini, comme étant la vitesse nominale. Et ce qu'il trouve, c'est que la déflexion, effectivement, est 2 fois la constante de gravitation, la masse de l'objet, le rayon à laquelle se trouve et la vitesse de la lumière au carré. Et la réalité, c'est parce que la déflexion est tellement faible, donc on a vu, c'est moins d'une seconde d'arc, et il s'arrête là. Cavendish était un très grand expérimentateur, et donc c'est la première fois en fait qu'on voit un calcul relativement complexe dans la mécanique newtonienne. Bien, mais ce manuscrit ne fut jamais publié. On les a retrouvés dans les archives de la famille de Cavendish au début du XXe siècle. Le premier calcul qui a été publié est par Sollner en 1801, mais ce calcul est faux. Alors Sollner, il est très bien connu surtout en géodésie. Il devient directeur observatoire de Munich et il était très intéressé par les objets de Michel Laplace, donc les fameux trous noirs. Il étudie l'astrométrie et en 1801, il publie dans le volume des éphémérides pour 1804 à Berlin un article qui essaie de travailler sur quelle va être la précision absolue avec laquelle on peut savoir la position des étoiles dans le ciel. Donc, en traduit en français, c'est la déflexion de la lumière par rapport à une ligne de droite produite par l'attraction gravitationnelle d'un corps céleste qui passe par la ligne de visée. Et donc, il veut savoir quelles sont les configurations qui vont perturber les vraies positions astronomiques des étoiles. Si on a une étoile le long de la ligne de visée d'une autre étoile, ça va produire cette déflexion. Et donc, la vraie position de l'étoile qui est derrière ne va pas être la correcte. Et c'est un article qui est assez difficile à lire parce que, par exemple, l'accélération, ce n'est pas 1/2 de l'espace divisé par le temps carré, mais il dit à facteur 2. Et en fait, il se trompe 2 fois, sauf que les 2 erreurs se compensent. Il y a vraiment beaucoup de chance. Mais le problème de ce calcul, par rapport à Cavendish, c'est qu'il se trompe. Il se trompe parce qu'il prend la vitesse de rayon de lumière au paramètre d'impact, c'est-à-dire là où il est le plus proche du Soleil. C'est totalement faux, parce que là, le photon, le rayon de lumière a été accéléré, et donc sa vitesse va être beaucoup plus lente.
Et donc en réalité, au premier ordre, ça va être exactement la même chose, et donc il obtient le même résultat que Cavendish. Mais il est totalement faux du point de vue conceptuel. Donc le calcul newtonien n'est pas correct, même si les angles étant tellement petits, la différence est négligeable. Et la conclusion, c'est que comme c'est moins du second arc, on n'a pas besoin de prendre cet effet, de cette perturbation par des objets célestes. Et en réalité, cet article est totalement inaperçu pour tous les astronomes et tous les physiciens. Il sera ressuscité par la campagne que Philippe Lénard, notre prix Nobel de physique, mène dès les années 20 contre Einstein, en disant que c'est la physique sémite, qui n'a rien à voir avec la physique arienne, etc. Assez pathétique. Mais il voulait montrer que les Allemands avaient trouvé cela avant un juif. Alors, le plus intéressant, c'est que le premier calcul publié est donc faux. Le deuxième est aussi faux. Et ça, c'est Einstein qui le fait en 1911. Ce qu'il fait, c'est appliquer le principe d'équivalence. Donc, des restreintes appliquées à la gravitation. Ça, c'est bien avant la relativité générale. On est encore dans le cadre de la relativité restreinte. Et ce qu'il prédit, c'est bien entendu le calcul newtonien que Cavendish avait trouvé, et sur bien plus tard. Donc 0,83 secondes d'arc au limbe du Soleil. Pour les étoiles, il se trouve juste au limbe. Et ce que Einstein nous intéresse ici, évidemment, ce calcul est faux parce qu'il est newtonien, et 4 ans plus tard, il se rend compte que c'est en fait la déformation de l'espace-temps qui va fournir un facteur 2 supplémentaire. Ce qui nous intéresse dans cet article, c'est qu'il prédit que ceci peut être un effet faible, mais observable pendant l'éclipse du Soleil. Et il va discuter avec Freundlich, qui était un astronome à Potsdam, pour préparer des expéditions et mesurer cet effet sur des plaques photo pendant les éclipses. Et en 1912, il devient professeur à l'Académie de Berlin, et il a accès à un budget de recherche faramineux avec lequel il va construire la fameuse tour Einstein pour mesurer le redshift gravitationnel, mais il va aussi donc financer les expéditions de Freundlich en Crimée pour observer l'éclipse de septembre 1914. Pas de coup, pas de bol, la Première Guerre mondiale est déclarée, tous les scientifiques allemands sont capturés par les Russes en tant qu'espions, et ça prendra plusieurs mois avant qu'ils soient libérés, et évidemment aucune observation aura eu lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'avoir ce poste à Berlin, il était professeur à l'université allemande de Prague. Et évidemment, il allait voir sa copine à Berlin, et donc c'était important de savoir où se trouvait la tâterie la plus proche. Mais dans ces carnets qu'on a retrouvés et conservés à Jérusalem, on trouve les premiers calculs qu'elle fait de lentilles. Ils ont été datés à 1112. Donc après l'article de 1111, il commence à réfléchir à ces effets de lentilles dans ces petits carnets jamais publiés. Et voici les premiers calculs faits, qui sont tout à fait corrects. Il calcule la position des images, il calcule la amplification, et puis il les oublie totalement. Ces calculs vont totalement disparaître, même lui aura totalement oublié ce genre de calcul. Et la raison est la suivante. Un physicien extraordinaire, Orest Cholson, qui était professeur à Petrograd, c'est un des derniers physiciens encyclopédiques que nous avions eu. Il a traité ce traité de physique en 15 volumes, a été un succès de librairie énorme, traduit en allemand, en espagnol et en français. C'est le livre que Fermi a potassé avant d'entrer à l'université à Pise. C'est vraiment un summum sur la physique classique du XIXe siècle. Mais c'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se faisait, et donc il y a des annexes sur la physique quantique, sur la réalité restreinte. C'est vraiment extraordinaire. Donc si vous pouvez, j'ai trouvé une édition, l'édition française dans une librairie à Marseille, c'est vraiment un régal, parce qu'elle est extrêmement pédagogique et totalement, vraiment complet. Et il publiera un seul article en astronomie, dans la revue allemande d'astronomie, sur une forme possible d'étoile double fausse. Et il dit, bon, justement, si nous avons une étoile, une autre étoile ici, nous sommes là, la déformation produite va produire des images, et donc des fausses images étoiles doubles. Donc il y a beaucoup d'étoiles doubles qu'on verra dans le ciel qui ne sont pas vraies. C'est produit par justement l'effet de gravitation d'une autre étoile qui se trouve entre cette image
Et il dit qu'éventuellement, si les trois objets sont alignés, donc T à B, ça va produire un anneau. Et la première fois qu'on parle d'anneau d'Einstein, c'est Cholson qui le publie en 1924. Ceci dit, est-ce que ces étoiles doubles peuvent être observées? Je ne peux pas le dire. C'est un physicien et donc il ne va pas aller plus loin, et on verra plus tard comment les soviétiques ont repris cette idée. Et lorsque je dis que Einstein a totalement oublié ses calculs de 1912, c'est que dans la même page où l'article de Cholson est publié, il y a un article d'Einstein. Or, il n'avait même pas regardé la page où son... Bon, donc là, il répond à une objection d'Anderson sur la théorie de l'électron. Là n'est pas la question, mais le fait que la même page que cette idée d'étoile double fausse apparaît cette note d'Einstein. Donc Einstein ne vérifiait même pas où la page dans laquelle cet article a été publié. Sinon, il aurait tout de suite dit, oh, j'ai déjà fait le calcul, voici la position, etc. etc. Donc, mis à part Cholson qui est un calcul purement qualitatif, il n'y a aucun calcul quantitatif dans cet article. C'est juste l'idée de l'ontique. Le premier à faire le calcul quantitatif, c'est encore quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui s'appelle François Lick. C'est un spécialiste tchèque, sur des éclipses. Il a écrit le Que sais-je sur la Lune, dans sa première édition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il travaillait à Prague et à l'IAP, ici à Paris. Et j'ai pu consulter justement ses archives à l'IAP. Et j'ai vu qu'il y avait par exemple le Potassé, le livre d'Eddington, la théorie mathématique de la relativité. Et il se rend compte que formellement, les équations qui décrivent la déformation ou la trajectoire du rayon lumineux est semblable à celle produite lors de l'éclipse de Lune par l'atmosphère de la Terre. Donc il se dit, mais alors, en fait, je peux calculer quels vont être les effets photométriques de ces déviations. Et il publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, c'était en fait lu par Charles Fabry, à la séance du 16 mars, justement l'article de Francis Eknik sur les conséquences photométriques de la déviation d'Einstein. Et c'est la première fois que dans cette note, on fait les calculs relativistes de quelles vont être les positions des étoiles, l'amplification, etc. Et comme c'était un astronome, il était beaucoup plus optimiste. Il disait des rapprochements entre des étoiles sont sans doute très rares, sauf dans certaines régions du ciel, en particulier les nébuleuses spirales, là où il y a la plus grande concentration d'étoiles. Et nous discuterons ces phénomènes dans un autre recueil. Et donc cet article n'est jamais cité. Donc évidemment, il y a le biais anglo-saxon. Les anglo-saxons ne vont citer que des articles publiés en anglais. Cet article en français, je l'ai traduit en anglais, je l'ai publié, personne ne cite. Donc on va voir les conséquences épistémologiques de ceci et sociologiques. Et en 1937 apparaît dans les Annales d'astrophysique ce merveilleux article de Lick où là il fait des calculs beaucoup plus détaillés que cette brève présentation de l'Académie des sciences. Il fait le premier diagramme d'optique gravitationnelle, donc comment ces images vont être déformées par cette déflexion. Il fait les premiers calculs de la déformation des images, et même qu'est-ce qui se passe avec un anneau, mais en général on aura cette position que nous avons vue avec le modèle analogique complexe. Donc tous ces sont des calculs exacts, relativistes, publiés en français, et la conclusion, c'est que ces phénomènes dépendent de la validité de la théorie d'Einstein, et donc il sera très intéressant de les chercher systématiquement dans tous les domaines astronomiques, non seulement pour la vérification supplémentaire de la théorie, qui ne faisait aucun doute déjà, mais aussi pour la relation de la station d'éclat. Il pensait particulièrement au nova, et on verra une histoire. Et voici les 5 références qui existent à l'époque sur les faits. Il est parfaitement au courant de l'article de Cholson sur l'idée qualitative des luminaires. Il a utilisé bien entendu la théorie d'Einstein expliquée par Eddington dans sa version en allemand, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise en allemand qu'en anglais. Il publiera les articles étant des éclipses de soleil et ses propres articles sur la photométrie pendant les éclipses de lune. Donc c'est véritablement le pionnier du sujet. Et il va publier, malheureusement, en français pour lui, et dans la revue de bulletin astronomique tchèque, donc avec des résumés en français et en russe, comme cela correspond à l'époque. Et c'est une conférence qu'il prononça en 1961 à l'IAP.
Donc c'est vraiment le seul article en anglais, c'est celui-ci, aussi publié dans le bulletin tchèque d'astronomie, où il va faire tous les calculs et autres, il va faire des tables numériques. À l'époque, en 67, c'était très difficile d'avoir accès à des ordinateurs pour faire des calculs détaillés, donc il publie des tables. Son livre majeur est celui-ci, Phénomène d'éclipse en astronomie. Et le dernier chapitre, le chapitre 11, concerne justement les éclipses stellaires en réalité générale. Et donc, malheureusement, la physique des éclipses n'est pas quelque chose de très en vogue au XXe siècle. Et donc, ce livre, même s'il est absolument pionnier, va passer totalement inaperçu. Et j'ai pu retrouver dans les archives de l'IAP qu'il était en fait rapporteur d'articles, et des articles australiens sur les effets de lentilles dans les années 70. Le souris qui donne l'avis, en général positif. Donc il était reconnu quand même dans le sujet. Je suis allé à Prague et je suis allé voir son fils parce qu'il est décédé en 83, donc juste après la détection du premier quasar double que nous venons de voir. Mais malheureusement son fils n'est pas intéressé par l'astronomie, il n'a pas pu me donner d'autres détails. Mais comme c'était un astronome, il était vraiment très activement intéressé par trouver des objets qui puissent être des lentilles gravitationnelles. Et il y a trouvé celui-ci. Évidemment, ça c'est une plaque photographique dans les années 60. Et il était beaucoup plus grand qu'une nébuleuse planétaire. Il disait que c'était probablement un effet de lentille, mais il n'y avait pas peut-être l'idée de dire bon, on va prendre un spectre, on va vérifier que les distances sont séparées, et donc c'est une lentille. Malheureusement, ce n'est pas une lentille, c'est cet objet, l'objet de Broad. Et c'est effectivement une galaxie elliptique et une galaxie bleue tout autour. Mais en fait, elle est en train d'être avalée par la galaxie rouge, la galaxie elliptique, parce que les deux galaxies se trouvent à la même distance. Et vous voyez que c'est absolument énorme. Le rayon ici, 30 secondes d'arc, il n'y a pas de lentilles, un jeu de galaxies qui produisent un anneau aussi grand. Mais c'était bien vu. C'était bien vu que ce soit un objet compact, massif, qui produise justement un anneau, lorsque les trois objets avec l'observateur sont collinaires. 1936, c'est une date très intéressante, non seulement parce que Link fait lire cette communication à la Ligue des sciences, mais parce que aussi, le mois d'après, le 17 avril, Robert Mundell, qui est un ingénieur qui travaille à New York, obtient une bourse de l'Académie des sciences de New York pour financer le billet de train de New York à Princeton. Il réussit à parler à Princeton parce qu'il a cette idée que l'effet de lentille peut expliquer les nébuleuses planétaires. Bon, c'est peut-être possible. Les rayons cosmiques, pourquoi? Parce que la lumière va être accélérée. Et donc ça va expliquer les rayons cosmiques qui ont été détectés par ballon et qui étaient absolument incompréhensibles à l'époque. Il disait ces rayons cosmiques en fait peuvent être l'extinction des dinosaures parce que ces photons ont été tellement accélérés que ça donne un burst de radiation cosmique et donc ça a tué les dinosaures. Alors vous pouvez imaginer la tête que fait Einstein lorsqu'il reçoit cet individu, mais c'est un individu qui est extrêmement convaincant et donc Einstein se prête au calcul. Et ça, c'est un calcul misotrope, mais on a retrouvé le brouillon fait en avril 1936, où Einstein refait le calcul qu'il avait déjà fait en 1912 dans ses calculs. Et il refait les mêmes calculs avec les mêmes résultats, bien entendu. Mais le lendemain, Mundell arrive le 17, il fait le calcul, et Einstein lui répond le 18. Et j'arrive à la conclusion que le phénomène, après tout, ne sera pas observable, et donc je ne veux pas publier quoi que ce soit à ce. Mais Mundell est quelqu'un qui va réussir à le convaincre et il va insister, et donc Einstein en a vraiment marre. Et en novembre, envoie cette lettre à Science de la revue de l'Académie des sciences américaine et dit il y a quelques temps, M. Mundell m'a visité et m'a demandé de publier les résultats d'un petit calcul que j'ai fait par sa demande. Et donc ces notes obéit à ce qu'il désirait. Donc il refait tout le calcul. Et pour une fois, et c'est ça le grand mystère dans ce sujet, il est pessimiste. Autant Einstein a toujours eu une vision de qualité d'expérience pour mettre en évidence ces effets, autant là, il est extrêmement pessimiste. Et il dit, bon, il n'y a pas grand chance d'observer ce phénomène, même si la lumière est beaucoup plus près de l'étoile B, etc. Et évidemment, au style Einstein, il ne cite aucun autre article. Il a fait son calcul tout seul, sans regarder si quelqu'un d'autre avait fait ça par ailleurs. Et la société dit, bon, c'est intéressant parce que ça va donner un ainsi carré de D. Aucun intérêt.
C'est extrêmement bizarre et c'est l'un des grands paradoxes d'Einstein pour ce sujet. Mais ceci ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd parce que juste à côté, à Princeton, il y avait l'institut qui avait été créé pour Einstein, et à côté, il y avait évidemment le département d'astronomie de l'université de Princeton. Il y a Russell. Russell, c'est l'un des grands astrophysiciens du XXe siècle, le fameux diagramme du Hertzsprung-Russell, sauf que Russell n'a fait que copier Hertzsprung, c'était absolument pas original. Mais Russell, c'est l'un des personnages que j'appellerais les requins de l'astrophysique du XXe siècle, quelqu'un qui va essayer de copier les idées des collègues et les publier sous son nom. Et là, on revoit un petit calcul qu'il fait en utilisant Einstein sur l'image. C'est totalement fait à l'œil. Il n'a fait aucun calcul. Et cet article-là n'est pas publié dans une revue scientifique, il est publié dans Scientific American, le pouls de la science. Donc, pour se dire, moi j'ai eu cette idée, etc., à un public aussi vaste que possible. Cet article ne passerait jamais dans une revue scientifique avec rapporteur. L'autre article en 1937 apparaît, c'est Fred Zwicky, un Suisse exilé en Californie. Et là, c'est très intéressant parce que, encore une fois, il y a Mendel qui a visité Einstein, mais Mendel a eu en contact avec un autre ingénieur électronicien, Zorking, qui lui était en Californie. Et c'est Zorking qui est allé voir Zwicky. Donc nous avons deux lignes d'attaque. Mendel à Princeton pour Einstein, Zorking, c'est Zwicky en Californie. Et je soupçonne fortement que Zwicky était parfaitement au courant de l'article de Link. Évidemment, il parlait allemand et français en tant que bon suisse, mais il n'a absolument pas voulu le citer, il se cite lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, c'est une idée purement qualitative, il n'y a rien de quantitatif. Et il est cité partout comme le grand pionnier. Pourquoi? Parce qu'il était aux États-Unis, et donc forcément les Américains sont meilleurs que les autres. Et il dit un article détaillé va apparaître dans la revue de physique suisse. Cet article ne va être jamais publié. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé la trace d'un article plus détaillé de Zwicky à ce sujet. Mais il est cité par tout le monde comme étant le pionnier du sujet. Totalement fou. Alors, si on va maintenant de l'autre côté, du côté de l'Union soviétique, ceci n'a pas eu non plus énormément de répercussions, et nous avons Gavril Tikhov. Gavril a fait sa thèse avec Janssen à Meudon, et il prétend avoir eu l'idée de l'effet d'optique déjà en 1935, donc une année avant la publication de Link et d'Einstein. Pour des raisons qui ne sont pas encore très claires, et mes collègues russes sont en train de traduire quelques documents que j'ai trouvés à Moscou en juillet, il est exilé à Almaty, où il va organiser le premier institut d'astrobotanique. Alors, c'est pas clair si c'était vraiment un exil forcé ou pas, mais les faits, c'est qu'il va montrer des expériences pour essayer de trouver la signature de la chlorophylle. Il prétendait avoir trouvé justement des biosignatures sur Mars. Et en fait, son livre a été traduit en français. Et Daniel Brio et moi sommes en train de publier un article pour l'astronomie sur l'astronome russe extrêmement versatile dans ses idées. Donc, vous pourrez le lire dans l'astronomie dans les prochains mois. Mais le fait, c'est qu'il publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences soviétiques exactement presque le même titre que Link. Et il dit, l'idée m'est venue en l'été 1835, après avoir lu l'article de Cholson, qui est publié en 24. Or, à Saint-Pétersbourg, au Petrograd à l'époque, la revue allemande était bien entendu reçue, ainsi que les comptes rendus de l'Académie des sciences. Donc, c'est assez suspect. Et le fait, c'est qu'il a tout de suite dit, j'ai fait une communication le 19 janvier 1836, et donc je suis allé à Pulkovo en juillet pour trouver les traces, et je n'ai trouvé absolument rien. Donc, il y a un point d'interrogation s'il a vraiment présenté la solution au problème ce 19 janvier 1836. Si oui, il serait vraiment le pionnier avant Link à faire le calcul. Mais il le publie un peu plus tard, en 1938, encore une fois en français, c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons ne vont pas le citer. Et les calculs qu'il fait sont purement newtoniens. Et ce sera son étudiant, Borodowski, qui fera le calcul relativiste, qui fait évidemment le même résultat que Link. Il connaît parfaitement l'article de Link de 1836. Et si cet article est parfois cité par l'astronomie soviétique lors de la guerre froide, qui était aussi biologique, qui prétendait que justement les soviétiques avaient trouvé les faits avant tout le monde.
Alors l'histoire va s'arrêter pendant les années 50, parce que la relativité générale avait très mauvaise presse. Et par exemple, Chandrasekhar, en 1979, explique que de 1936 à 1961, il n'y avait eu aucun cours à l'université de Chicago sur la relativité générale, parce que justement, il y avait de mauvaise presse. Chicago n'était pas atypique, vraiment aucune université ne proposait de cours de relativité générale, et donc les effets de lentille poussent. Il y a Darwin, le petit-fils du naturaliste, qui essaie de calculer l'effet sur l'électron. Il se trompe. Il est tout connu par ses effets des calculs des effets de marée. C'était un excellent physicien, mais là, il s'est complètement trompé. Il y aura Sachs, notre physicien justement à Chicago, qui fera ce qu'on appelle les équations d'optique scalaire. Mais il y aura aussi les soviétiques, qui font le premier calcul d'effet faible. Donc la petite déformation légère des galaxies par l'effet cumulé, ceci date de 1960 et non pas de 1980, comme d'autres collègues prétendent. Metzner fera un petit calcul aussi en disant de toute façon les résultats sont totalement irrélevants pour l'astronomie observationnelle. Or, 15 ans plus tard, le premier lentille observé. Klimov, un autre soviétique, fait le calcul un peu plus détaillé qu'ici Grigneva. Donc toute la littérature soviétique, traduite évidemment en anglais par les services américains, est parfaitement connue. Mais ce sont des effets tellement faibles. Rappelez-vous, à l'époque, on prend des plaques photos, et donc arriver à mesurer cette petite, légère déformation des images des galaxies est absolument impossible. Donc, ces effets faibles de lentilles est très difficile à faire, il faudra attendre les CCD pour le mettre en œuvre. Libes, jeune professeur à Princeton, fera le premier article de revue. Il ne cite pas Link, mais il fait vraiment le premier article qui est complet, parce qu'il regarde ce qui se passe avec les étoiles de la Voie lactée, les amas globulaires, les objets noirs, ou pas encore trop noirs, les étoiles dans la galaxie d'Andromède, les ondes gravitationnelles, ou même des flashs, ou même des galaxies distancées. Un article absolument pionnier, et au contraire, lui, il est positif. On va devoir trouver ce genre d'effet dans les données astronomiques. Donc voici cet article qui est très lisible et qui a vraiment une très très bonne vision du sujet. Et vraiment complet, il voit tous les domaines possibles. Il regarde aussi par exemple les naines blanches, beaucoup plus denses, donc l'effet de déformation sera plus important. Et arrive 1964, donc 63-64, ça a été vraiment le renouveau du sujet, et Refsdal, qui était un physicien norvégien, a eu énormément de problèmes parce qu'il voulait faire sa thèse en physique, et il a travaillé justement sur le premier article de micro-lentilles, c'est-à-dire lorsque, non pas les galaxies, les amas de galaxies, mais les étoiles elles-mêmes produisent l'effet. Là, les angles sont encore plus petits, c'était l'ordre de la microseconde, d'où l'effet de micro-lentilles. Mais il dit qu'il est assez sûr de conclure que les passages observés depuis la Terre peuvent arriver assez fréquemment. Bon, ça, ce n'est pas tout à fait correct. Hein. Le problème, c'est de trouver quand et où ceci va se passer. Il y a qu'à. Mais en fait, c'était un gros problème d'abord parce qu'il ne cite pas Link, donc je l'ai critiqué. Malheureusement, il est décédé il y a 3 ans, mais c'était vraiment le pape du sujet. Et après, il s'est rendu compte que justement, il avait commis une injustice par rapport à Link. Il a publié. Mais il a eu des problèmes pour publier sa thèse parce que les journaux de physique n'acceptaient pas ces articles. Il a dû les publier dans des revues d'astronomie. Mais ce qui était tout à fait normal, mais ça a paru totalement inaperçu par les astronomes. Et Sedlovitch, le grand physicien cosmologiste soviétique, fait justement ce genre de calcul aux échelles cosmologiques. Donc 63-64, donc il y a un peu plus de 50 ans, a été vraiment le renouveau du sujet. Et voilà le premier article dans une revue astronomique où il fait les calculs très détaillés en connaissant les articles de Johnson, l'article d'Einstein et évidemment le suivi de Tikhov. Mais Tikhov cite Link, donc il n'y a aucune raison qu'il ne cite pas Link. Donc vous voyez qu'il y a énormément de sociologie ici. Et il fait finir par un aspect sociologique très intéressant. C'est le chapitre censuré de l'hypothèse. Alors, c'est l'histoire de Maria Petrou. Maria Petrou, que j'ai très bien connue, était étudiante à Cambridge et travaillait sous la direction de Donald Lindenberg, qui est l'un des grands papes de l'astrophysique du XXe siècle. Et elle travaillait sur les problèmes de la dynamique d'étoiles dans les galaxies elliptiques. Elle a publié 3 articles pendant sa thèse. Et dans son temps libre, elle estime l'effet de lentilles
par des objets qui seraient compacts, de matière noire, dans le halo du nuage de Magellan. Alors il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 70. On ne comprend pas la nature de la matière noire, on pense que c'est peut-être des baryons de la matière ordinaire, mais sous la forme très compacte, une espèce de nuage, une espèce d'amas angulaire purement dense, uniquement de matière noire baryonique, mais qui ne brille pas. Et donc, il a l'idée que si ces objets-là, totalement noirs, passent entre les nuages de Magellan et nous, ils vont faire un effet de lentille. Et donc, il va calculer, dans son chapitre 7 de sa thèse, l'effet produit par des objets du halo compacts de matière noire. Et donc, voici toute la discussion introductive. Elle va faire des calculs. Elle calcule quelle va être la probabilité qu'une étoile des nuages de Magellan soit amplifiée par cet effet d'identification et arrive à quelque chose comme 10-8. Une probabilité de 10-8, c'est très petit. Ça veut dire qu'il faut surveiller 100 millions d'étoiles pour qu'une d'entre elles ait cet effet. À l'époque, encore une fois, plaque photo. Impossible à faire. Il faudra attendre les CCD, grand champ, et ça sera l'aventure des années 90, des expériences de Macho, Vogel et Ross, pour mettre en évidence cet effet. Donc, il faut surveiller quelque chose comme 10 milliards d'étoiles pour en trouver quelques-unes qui présenteront cet effet. Et elle dit, si effectivement le halo noir de notre galaxie est composé de ces objets-là, on va pouvoir voir non pas des effets des étoiles doubles, parce que la séparation des angles est trop petite, mais on verra une amplification transiente de ces étoiles. Et la duration va dépendre de la distance, des masses, etc. Et elle prédit donc que si on regarde l'ensemble des nuages de Magellan, il y aura environ 20 étoiles sur les dizaines de millions d'étoiles que comportent les nuages de Magellan, qui trouvera ce genre de variabilité. Et qui sera très intéressante parce que les photons rouges et les photons bleus vont suivre la même déflexion de l'espace-temps déformé. Donc il n'y a pas d'effet chromatique. Parce que vous regardez l'étoile variable, une céphéide, une RRR, la courbe de lumière va dépendre du filtre. Mais là, quel que soit le filtre, on aura la même forme d'amplification. Mais ce qui est grave, c'est que son directeur de thèse va refuser, et va la censurer, et va l'interdire de publier ce chapitre de sa thèse. Alors que les 4 autres, qui sont de dynamique galactique, seront publiés. Et donc, 20 ans plus tard, Donald Nelmes s'excusera en public de cette censure. Donc vous voyez que la sociologie de la science nous mène à énormément d'effets. Mais ce qui est joli, c'est que l'idée de Maria Petru fut vérifiée. Donc nous avons une étoile lointaine, nous avons une autre étoile ou un objet compact, on sait n'importe quel objet, qui va passer perpendiculairement à la ligne de visée sur certains plans et va produire 2 images. Ces 2 images-là ne vont pas être résolues parce que la séparation est beaucoup trop faible, mais la somme de ces 2 images va produire une amplification de la lumière. L'énergie est conservée, je vous rassure, on peut en parler. Et voici quelques expériences quelques images de l'expérience Néros. Vous voyez les nuages de Magellan, cette étoile-là en particulier. Le 17 juin est tout à fait normal. Le 16 juin, il est beaucoup plus amplifié, alors que toutes les autres sont tout à fait normales. Lorsque vous regardez la courbe de lumière, donc la magnitude en fonction du temps, cette étoile est tout à fait constante aux erreurs de mesure entre elles, et tout d'un coup, boum, et c'est fini. Donc voilà exactement l'idée qu'avait eu Link. Voilà l'idée que Maria Petru avait calculée pour les étoiles de la galaxie des nuages de Magellan. Et donc c'est les éléments de micro-lentille. Dans ce cas, c'est une courbe de lumière des expériences Vogel polonaises faites au Chili. Mais maintenant, c'est devenu en fait une façon de détecter des objets noirs qui ne brillent pas dans le disque et dans le halo de notre galaxie et même de M31. Et ce qui est intéressant, c'est que si la lentille, qu'elle brille ou pas, contient une exoplanète, l'exoplanète peut aussi produire un effet de lentille. Alors encore plus petit que l'étoile. Donc si nous avons cette étoile qui va commencer à briller, oui, il peut y avoir une deuxième amplification produite par l'exoplanète. Et donc c'est la troisième méthode, mis à part les transits et les vitesses radiales, pour détecter des exoplanètes autour d'autres étoiles ou d'autres objets compacts. En fait, cet effet ne dépend que de la masse et non pas de la luminosité. Donc s'il y a des exoplanètes autour de trous noirs, on pourrait les détecter de cette façon.
Voici des courbes observées, donc l'amplification produite par une étoile qui passe au long d'un ligne de visée, et la petite amplification qui ne dure que quelques heures, produite par une exoplanète. Donc maintenant c'est devenu toute une industrie, et il y a presque une cinquantaine d'exoplanètes détectées de cette façon. Et les amateurs contribuent parce que ce sont des étoiles relativement brillantes, et il faut surtout échantillonner la courbe de lumière de façon très très dense pendant ce genre d'événement. Et donc même des télescopes modestes de 40-30 cm peuvent contribuer. Il faut être plutôt dans l'hémisphère sud, bien entendu, pour voir le bulbe, ces images-là. Donc ici on est mal placé, mais la communauté astronomique amateur peut absolument contribuer. Donc pour résumer cet exposé, il y a deux aspects à la fois d'épistémologie et de sociologie des sciences. Donc la première leçon, c'est que Newton ne fut absolument pas le précurseur de cette idée de lentille. Il ne pouvait pas, c'était pas le mindframe, l'état d'esprit de l'époque. Le premier calcul publié par Solner est faux, conceptuellement, même si, au premier ordre, c'est correct. Cavendish le calcule correctement, mais il n'est pas publié. Link fut vraiment le pionnier de toute cette thématique. Non seulement il a fait le premier calcul correct quantitatif, mais en plus ce fut quelqu'un qui essayait de chercher cela dans les plaques photo de l'époque. Il n'eut pas de chance parce que les faits étaient très difficiles à mettre en évidence. Et ce que j'appelle le mystère Einstein, pourquoi pour une fois Einstein fut pessimiste et fut-il influencé par la personnalité de Robert Mendel? C'est difficile à dire. Peut-être qu'évidemment dans les années 30 il y avait d'autres questions, d'autres problèmes à traiter. Pourquoi pour une fois des faits potentiellement observables ne fut pas intéressé, alors que pour l'effet d'éclipse, tout de suite, il se met en relation avec les astronomes de Potsdam pour le mettre en évidence. Pourquoi, dans ce cas, c'est vraiment le grand mystère. Et du point de vue de la sociologie des sciences, vous voyez, par exemple, les citations que les professionnels font, Link 0, Zwicky 3000. Or, vous avez bien vu que Zwicky n'a fait aucun calcul quantitatif, sauf qu'il a lu bien anglais. Link a fait tous les calculs quantitatifs et plusieurs articles, il est cité 0 fois. Donc c'est totalement injuste. Et en science, ce qui compte, c'est peut-être le premier qui a fait la découverte, qu'elle soit théorique ou observationnelle. Et donc ne pas citer Link est absolument injuste et contraire aux conventions conférentielles. Et donc ce qui serait juste, c'est lorsqu'on parle d'anneaux d'Einstein, parler réellement des anneaux de Cholson, Link, Einstein. Cholson parce que c'est le premier à avoir eu l'idée qualitative, Link pour avoir eu le premier calcul quantitatif, Einstein parce que les gros poissons ont toujours la réputation. Et puis vous voyez aussi le cas de Maria Petrou qui abandonna l'astrophysique pour d'autres raisons. Elle est l'une des responsables de l'Office météorologique britannique. Mais ça pose une question justement sur le conflit entre étudiants et directeurs de thèse. Donc est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant qui veut publier un article peut être censuré parce qu'on a trop de thèse? C'est pas clair. Donc vous voyez que, en simplement posant la question, est-il vraiment vrai que Newton a été le précurseur? J'ai découvert toute cette histoire. Et donc, si on revient à la première histoire, à la première citation que je vous ai montrée de Gérard Simon, que les histoires officielles de la science sont inauthentiques, voici, je pense, un très bon sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions. Je voudrais démarrer moi par une question avant que je l'oublie. On parle d'effets de lentilles gravitationnelles et d'effets de micro-lentilles. Quelle est la différence? Oui, il n'y en a peut-être pas. Conceptuellement, c'est la même chose, simplement c'est l'amplitude de l'effet. Une lentille gravitationnelle, c'est à l'échelle des galaxies, donc plusieurs secondes d'arc. Une micro-lentille, c'est à l'échelle des étoiles, et donc quelques microsecondes d'arc. On parle aussi de nano-micro-lentilles. De nano-micro-lentilles. Des objets encore moins massifs. Bientôt les picos, alors. Bon, des questions, allez-y, parlez fort, parce qu'il n'y a pas de micro. Pourquoi dans certains cas on a un anneau d'Einstein et dans certains cas une croix d'Einstein? Alors, lorsqu'on a une croix d'Einstein, encore une fois mal attribuée, c'est parce qu'il y a plus de symétrie sphérique.
Donc là, par exemple, une distribution de masse qui serait ellipsoïdale ne va plus avoir cette symétrie circulaire, il va produire plusieurs images, par exemple 4, 5. En fait, un nombre impair d'images. Il y a un théorème en anti-gravitationnel qui montre que le nombre d'images doit être impair. Mais la configuration en ligne, si c'est parfaitement aligné, c'est vraiment un anneau. Si l'ellipsoïde est légèrement déformé, orienté par point de visée, alors il y aura plusieurs images. On voit ces beaux anneaux, ils sont de temps en temps très près de l'effet de temps en temps très loin. Est-ce qu'on en tire quelques informations scientifiques de cette grandeur Non, lorsqu'on voit des anneaux complets, c'est en général autour de galaxies. Une galaxie elliptique très très massive, 10 puissance 12 masse solaire, qui va produire des anneaux de quelques secondes d'arc, de diamètre, de rayon. Lorsqu'on passe aux échelles des amas de galaxies, on ne voit jamais d'anneaux. On voit que des arcs, d'accord, et des comptes arcs, et des comptes images. Mais on ne voit jamais d'anneaux complets sur des échelles de plusieurs dizaines de secondes d'arc. Donc la différence, c'est justement la courbure de l'espace-temps à ces échelles-là. Une échelle de quelques secondes d'arc, c'est l'échelle des galaxies. À une échelle de plusieurs dizaines, voire minutes d'arc, ce sont des amas de galaxies. Donc la taille entre les deux anneaux, voilà, c'est une fonction de la masse. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. La taille de l'anneau dépend à la fois de la masse du déflecteur et des distances relatives. Si vous avez une lentille très proche de la source ou très proche de la Terre, l'effet va être très très faible. Il faut qu'il soit environ à la moitié de la distance pour que l'effet soit maximal. Sauf qu'en cosmologie, les distances, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est pas une distance newtonienne. Mais il y a une distance qu'on appelle optique où on peut regarder que l'effet de lentille soit maximal. Merci. Et ça dépend, dans le cas des micro-lentilles, ça dépend aussi de la vitesse. En fait, la projection de la vitesse sur le plan perpendiculaire à la ligne de visée. La vitesse de l'objet. D'un objet qui se déplace. Voilà, donc quelle est la durée d'amplification? Ça dépend aussi, mis à part de la masse et de la géométrie relative, de la vitesse. Un objet qui irait le long de la ligne de visée va vous donner un élément très très long. Et un objet qui passe très très vite, perpendiculaire à la ligne de visée, va donner un élément très très court. Bien. C'est toute proportion gardée. On a vu dans le cas des exoplanètes, comme la masse est tellement petite, l'événement aussi est très très vite. Guy Amsner. Oui, alors nous avons eu droit à une bonne vingtaine d'articles peu connus. Ce que je voudrais savoir, c'est ces articles, comment ils ont été trouvés? Est-ce qu'ils ont été trouvés Internet, tac-tac, ou est-ce qu'ils ont été trouvés autrement, le pourcentage? Alors Guy, je suis un rat de bibliothèque. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette question même avant Internet et avant les bases de données et autres. Et donc ça m'a pris énormément de temps. Et donc maintenant je vais publier un très beau article avec l'essentiel parce que j'ai enfin accès à des traductions des articles russes. Chose que je n'avais pas eu lorsque j'étais encore à Toulouse. Mais non, beaucoup de ces articles, je les trouvais par référence dans d'autres articles. Après, les trouver dans les bibliothèques, c'est extrêmement difficile. Et donc, ça m'a pris 15 ans. Donc, j'ai résumé en 1 heure 15 ans d'efforts. Une question là-haut. Allez-y, parlez fort. Est-ce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre les mésaventures de Maria Pétrou et la découverte de la nébuleuse de la place de Fusil? Oui, beaucoup. Non, ce qui est intéressant, c'est Pétrou, c'est 1981. Et en 86, c'est Wodan Brzezinski, un astronome polonais exilé à Princeton, qui a l'idée justement que les caméras CCD qui venaient juste d'être découvertes, utilisées à l'époque, pouvaient servir à faire des sondages de centaines de millions d'étoiles. Et donc beaucoup de collègues vont dire que c'est Brzezinski le pionnier du sujet. Alors que lui a eu tout simplement l'idée que la technologie nous permettait de faire justement les courbes de lumière de millions d'étoiles et de trouver celles qui nous intéressent. Et donc ça c'était la première micro-lentille qui a été trouvée, si je me rappelle bien, en 89, en 91 peut-être. Et c'est avec l'association entre les physiciens des particules et les astrophysiciens. Pourquoi? Parce que les physiciens des particules aussi cherchent des événements de désintégration, de collision extrêmement rares. La plupart
parle, si vous faites collisionner au sein ou ailleurs des particules, ça donne des résultats, vous comprenez déjà, depuis plus d'un siècle. Ce qui s'intéresse, c'est justement des désintégrations, des collisions extrêmement rares, justement avec des probabilités de 10-15. Donc ils doivent analyser des centaines de millions d'événements, de collisions sans intérêt, pour trouver celle qui est très intéressante, mais dont le boson de Higgs. Et donc, c'était la collaboration entre les astronomes qui savaient faire des courbes de lumière de centaines de milliers d'étoiles et les physiciens des particules qui savaient comment filtrer ces bases de données pour trouver l'aiguille dans le foin. Donc, c'était encore une fois, c'est l'état d'esprit, hein, c'était pas encore là. Et pourtant, disons, on a beaucoup parlé d'attraction. Bien sûr. Une question encore, la dernière, vas-y. Macho. Combien d'objets intéressants ont été trouvés? Parce que j'ai entendu dire qu'autant sur le centre de la galaxie, on a trouvé beaucoup, mais Magellan, pas beaucoup. Mais... Vous avez tout à fait raison. En fait, maintenant, avec les trois expériences combinées, Hubble, Macho et Ross, on a plus d'une centaine d'éléments de micro-lentilles. Alors, ce que vous dites est tout à fait correct. Parce qu'on calcule la probabilité vers les nuages de Magellan, on trouve de l'ordre de 10-7. Et on trouve moins que prévu, ce qui était assez catastrophique parce que donc ça veut dire que le halo de matière noire de notre galaxie n'est pas composé de barils noirs, de matière non barillée. Mais comme vous dites, vers le bulbe de la galaxie, qu'on avait utilisé comme référence, on avait prédit de l'ordre de 3 à 10-6 en probabilité, et on en trouvait beaucoup plus, un facteur 3 au-dessus. Et c'était assez paradoxal, c'était justement au début des années 90, on ne comprenait pas pourquoi le centre, le bulbe de la galaxie avait plus d'événements micro-lentilles que prévu. Et la raison est la suivante, c'est qu'on avait dans les calculs estimé que le bulbe était sphérique. Et en réalité, le bulbe de notre galaxie est une barre. Et la barre est presque alignée vers le haut. En fait, l'angle est d'environ 25 degrés. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'événements barre à l'intérieur du bulbe qui n'avaient pas été pris en compte dans le calcul en supposant qu'il était purement sphérique. Donc ça donne un excès d'événements. Mais on a aussi trouvé des événements produits dans les bras spiraux de notre galaxie. Il y a une demi-douzaine. C'est pas énorme parce qu'évidemment il y a peu d'étoiles. Et on a trouvé environ une trentaine d'événements dans la galaxie d'Andromède. Et il y a quelques événements vers M31, M81, M83 avec le télescope spatial, mais c'est pas tout à fait très clair. Donc ces événements de micro-lentilles stellaires, on en trouve surtout dans les courbes de lumière des quasars. Parce que les quasars varient. Il y a une partie qui est due à la variation du taux d'accrétion autour du trou noir central, mais aussi une autre produite par les micro-lentilles de la galaxie qui se trouve le long de la divisée. Donc, c'est vraiment la beauté de l'optique gravitationnelle, c'est que c'est vraiment le couteau suisse de l'astrophysique au XXe et XXIe siècle, parce qu'on les applique depuis les exoplanètes jusqu'à la cosmologie. C'est rare le sujet où on ne puisse pas utiliser l'optique gravitationnelle pour, par exemple, ne serait-ce que peser des amas de galaxies ou des étoiles. Okay. La dernière question, elle sera pour moi. Tricheur. Donc, si je comprends bien, la lumière du bruit de fond cosmologique que l'on mesure par Planck, par exemple, elle est déformée par toute la masse qui est traversée. Est-ce qu'on peut arriver à remonter à l'image originelle? Alors, oui, si on connaît la position et les masses de toutes les lentilles. Donc la réponse est non. Donc, en fait, on a mesuré l'effet de lentilles dans Planck, et même à la limite de double masse, mais dans Planck, on l'a mesuré de façon statistique. Donc, on sait que le spectre de puissance de fluctuation de température va avoir une certaine forme, et ça va être déformé, ce spectre de puissance, donc la corrélation entre les tâches de température par l'effet de lentilles. Mais encore une fois, c'est l'effet de géométrie. Donc, ce n'est pas les objets très très proches de leur recombinaison qui sont importants, ni très proches de nous, mais ceux qui sont un redshift de l'ordre de 1 à 2. On n'a pas de catalogue complet pour l'instant. Et ce que l'on fait, c'est des corrélations croisées entre les catalogues, par exemple, d'AMA et les fluctuations par lentille. Donc, pour l'instant, c'est une détection statistique. Mais le problème de tout ça, on le fait toutes les fois qu'on a des lentilles dans les amas de la galaxie, on veut reconstruire quelle était la forme originale de la galaxie. Et on arrive à faire ça, et on arrive même à faire les courbes de rotation des galaxies qui ont été déformées à la forme de trait. Et donc on arrive par exemple à regarder quelle va être la relation de tout
Fischer à Grand Redshift grâce à ce genre de reconstruction. Donc on peut, par le procédé inverse, parce qu'il n'y a qu'une de lentille de révisée, à reconstruire l'image véritable avant de cette lentille. Merci. Bon, on remercie David. Je vous donne rendez-vous donc au 10 février avec Éric Bourboulon pour nous parler de trou noir, encore un sujet d'activité. Je vous souhaite un bon retour et ne vous inscrivez pas ce soir à minuit, pitié, je commencerai demain matin à 4-7 heures. Voilà, bonne soirée.